C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences sur le continent. Le prix du brut a dépassé le seuil symbolique des 100 dollars le baril ce lundi au Nigeria, premier producteur sur le continent. La méga raffinerie Dangote a annoncé prioriser le marché local pour éviter les pénuries. Les détails dans un instant. Le Niger visé par une attaque terroriste. Les assaillants ont ciblé une base militaire de drones dans l'aéroport de Taoua, grande ville du sud-ouest du pays. L'attaque a été repoussée par l'armée. La correspondance régionale à suivre. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Côte d'Ivoire où des archéologues s'inquiètent pour un site découvert près de la côte. Ce site n'est pas protégé et l'urbanisme le menace sérieusement. Reportage à suivre. La guerre au Moyen-Orient a fait flamber le cours du pétrole. Le baril a franchi le seuil symbolique des 100 dollars ce lundi. Au Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, la méga raffinerie Dangote a décidé de donner la priorité au marché local pour éviter les pénuries. Laurent Berstécher. Le jour n'est pas encore pleinement levé sur la capitale économique nigériane, mais Afola-Kemi Ofili est déjà à l'affût. Cela fait près d'une semaine que cette enseignante se lève à l'aube pour parcourir les rues de Lagos à la recherche de carburant. Je prie Dieu pour qu'il mette un terme à cette guerre, car cette pénurie d'essence et la hausse des prix vont affecter tout le monde. Après être passée devant plusieurs stations-service fermées, la jeune femme arrive enfin à trouver de l'essence. 19 litres lui reviennent à 20 000 naira, un peu plus de 12 €, une hausse de 25% par rapport à la semaine précédente. Alors que la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran fait flamber le cours du pétrole, le Nigeria, qui continue d'importer des centaines de milliers de barils par jour malgré une production en hausse, est loin d'être épargné. La méga raffinerie Dangote, la plus grande d'Afrique, a récemment promis de se concentrer sur le marché local afin de prévenir toute pénurie de carburant. Mais si son directeur assure pouvoir répondre aux besoins de la population nigériane, il n'exclut pas une nouvelle flambée des prix. Peut-on s'attendre à de nouvelles hausses? Je ne peux rien garantir. Notre rôle n'est pas de maintenir une offre stable. C'est au gouvernement de déterminer s'il souhaite intervenir dans l'économie en fixant le coût de l'énergie. L'entreprise affirme avoir vu ses frais de transport augmenter de plus de 400% depuis le début de la guerre. Cette nouvelle attaque au Niger, des terroristes ont visé une base militaire de drones dans l'aéroport de Taoua, grande ville du sud-ouest du pays. L'attaque a été repoussée par l'armée dans la nuit de dimanche à lundi. Les explications de notre correspondant régional, Harold Girard. Ce lundi, aux alentours de 3 h du matin, plusieurs rafales de tirs et des détonations ont été entendues dans la ville de Taoua, chef-lieu de la région du même nom. Les autorités nigériennes ont confirmé ce matin que c'est bien la base militaire aérienne 401 qui avait été la cible d'un groupe armé, un groupe terroriste selon les autorités nigériennes, mais également selon plusieurs autres sources locales que nous avons pu contacter. Selon les autorités militaires nigériennes, le bilan de personnes qui ont été neutralisées n'est pas encore complet, mais les 5 suspects qui ont été, eux, arrêtés vivants ont été présentés publiquement par les militaires nigériens. La base 401 de Taoua, elle est importante pour l'État du Niger parce qu'elle permet de stationner des drones TB2 essentiels dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Les hangars qui abritent ces drones ont été endommagés lors des échanges de tirs, mais pour l'instant, nous n'avons pas pu obtenir un bilan matériel précis de ces affrontements. La région de Taoua reste tout de même une région qui a été relativement préservée des attaques terroristes ces dernières années au Niger. Une attaque qui rappelle dans cette région celle fin janvier de l'aéroport de Niamey, la capitale, où le groupe terroriste État islamique au Grand Sahara avait voulu détruire des autres moyens aériens de l'armée. Une attaque dont le bilan était officiellement de 4 morts parmi les soldats nigériens.
En République démocratique du Congo, les Nations Unies tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre dans l'est du pays. L'ONU a documenté des cas de violence dans plusieurs provinces en conflit et a alerté sur l'impunité des crimes les plus graves. Les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazaraki-Bangoula. Des femmes et des filles sont maintenues en captivité prolongée et soumises à des viols répétés dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'alerte qu'a lancée ce lundi le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Alors au total, plus de 1500 victimes ont accepté de témoigner et dans la grande majorité des cas de ces violences sexuelles, les groupes armés sont nommés comme responsables de ces crimes. C'est le cas de la FCM 23 ou des Wazalendo, mais aussi des acteurs étatiques comme les forces armées congolaises. Le Bureau conjoint des droits de l'homme en appelle à une prise de conscience pour stopper cette tragédie. Ce qui se passe derrière la ligne de front est simplement inacceptable. C'est pour cela que nous disons que nos chiffres ne traduisent pas l'entièreté de l'ampleur de ce mal-là. Et ça devrait interpeller toute conscience en ce moment. On ne devrait pas dire que les femmes n'ont pas à se parler, qu'ici on parle que de 5 femmes, alors que là on devrait parler de 5000 femmes. Je pense que c'est inacceptable, parce que la seule femme peut-être parle pour 1000. Pour le Bureau conjoint des droits de l'homme, la prise en charge des victimes de violences sexuelles reste défaillante. Moins de 2% d'entre elles bénéficient d'une prise en charge juridique et psychologique. Alors au-delà de la documentation, le Bureau appelle à des actions concrètes en justice contre les auteurs de violences sexuelles. Pour cela, dit-il, il est nécessaire que les hostilités cessent, car les combats dans l'Est congolais et la présence de nombreux groupes armés favorisent les crimes contre l'humanité. L'Afrique du Sud compte déployer ses soldats pendant 1 an dans les provinces les plus affectées par la criminalité. Cela fait partie du programme présenté au Parlement par le président Cyril Ramaphosa. Dans les banlieues du Cap, de nombreux habitants épuisés par les violences ont réagi avec enthousiasme au projet. Laurent Berstecher. C'était le 13 février dernier. Après avoir décrit le crime organisé comme la pire menace pour la démocratie sud-africaine, le président Cyril Ramaphosa demande le déploiement de l'armée dans plusieurs provinces du pays. À Cape Flats, en banlieue du Cap, où les habitants vivent sous la menace constante de la violence, la décision semble faire l'unanimité. Ils avaient déjà déployé l'armée ici dans les années 2000, après avoir décrété l'état d'urgence. Ils sont parvenus à calmer les choses et à instaurer un couvre-feu. La criminalité a baissé, mais dès que l'armée est partie, tout est redevenu comme avant. Donc je suis pour une nouvelle intervention militaire. L'Afrique du Sud connaît l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde. En moyenne, plus de 60 meurtres y sont commis chaque jour, notamment lors d'affrontements entre gangs rivaux qui se livrent une guerre sans merci pour le contrôle des territoires et des réseaux de distribution. Mais pour Craven Engels, fondateur d'une ONG qui œuvre à la réinsertion d'anciens criminels, le déploiement de l'armée reste une solution temporaire qui ne s'attaque pas au fond du problème. Pour moi, ce déploiement peut être à double tranchant. De nombreuses personnes veulent que l'armée vienne car ils sont épuisés par ces violences. Mais ils font comme s'il n'y avait pas d'autre solution. En janvier dernier, le ministre de la Police sud-africain avait déclaré que les forces de l'ordre n'étaient pas en mesure de combattre les organisations criminelles. Un aveu d'impuissance qui aurait justement pu précipiter le déploiement de l'armée. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le bilan qui s'alourdit au Kenya après les pluies torrentielles. Au moins 45 personnes ont péri dans des inondations. La police avait déploré samedi au moins 23 morts dans la seule capitale Nairobi, alors que des équipes de secours continuaient d'extraire des corps et de porter assistance à des personnes coincées. En Algérie, le Parlement a approuvé la version amendée de la loi criminalisant la colonisation française. Dans cette version, les exigences d'excuses officielles et de réparation généralisée ne figurent plus. En revanche, l'article demandant des compensations pour les victimes des essais nucléaires français en Algérie reste inchangé.
Le procès de la compagnie aérienne espagnole Swiftair, propriétaire de l'avion qui s'était écrasé au Sahel en 2014, faisant 116 morts, s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. La compagnie madrilène poursuivie pour homicide involontaire détenait l'appareil qu'elle avait loué à Air Algérie avec son équipage. En Côte d'Ivoire, des vestiges importants avaient été découverts à l'occasion de fouilles non reconduites, faute de financement. Mais ces découvertes sont désormais menacées par l'urbanisation. Des archéologues déplorent le fait qu'aucune mesure particulière n'ait été prise pour protéger ces sites. Le reportage de Julia Guggenheim et Damien Coffy. 6 jours sur 7, ces hommes s'activent dans cette zone marécageuse pour en extraire leur gagne-pain. Du sable coquillé, une matière aux usages aussi variés que l'alimentation pour volailles ou la production de dentifrice. Mais ces sous-sols renferment également des trésors archéologiques qui surgissent régulièrement des eaux. J'ai l'impression que c'est un os, peut-être un os de bovin, mais bon. Sinon, il y a beaucoup de choses en tout. Il y a beaucoup de choses en tout. Mais les ossements humains, on les trouve toujours. Non, toujours nous trouvons ça. Les dernières fouilles réalisées sur ce site dans un contexte académique avaient permis de mettre à jour des vestiges datant de 1500 ans avant Jésus-Christ. Elles n'ont pas été poursuivies faute de financement. Les objets sont en danger parce qu'ils sortent de leur contexte. En archéologie, les objets n'ont du sens que dans le contexte dans lequel ils sont trouvés. Du fait de l'exploitation abusive du sable coquillé, je ne pourrais pas les retrouver en stratigraphie. La stratigraphie qui représente les différentes époques qui sont succédées au cours du temps, de façon chronologique. L'exploitation du sable coquillé n'est pas la seule menace. Dans la même zone marécageuse, ce site a été rendu inexploitable par l'urbanisation galopante de cette périphérie d'Abidjan. Ici, un squelette humain entier vieux de 3000 ans avait été découvert en 2023. Ce site est important parce que l'environnement coquillé permet une meilleure conservation des vestiges archéologiques qui, dans d'autres endroits, seront détruits par l'acidité des sols. D'autres études sur ce terrain-là auraient pu nous aider à comprendre les différentes migrations qui avaient eu lieu dans cette zone de Songo. Mais malheureusement, comme nous le constatons, c'est quelque chose que nous ne verrons sans doute jamais. Pour alerter et rendre visible la discipline, le département d'archéologie expose ses vestiges dans l'enceinte de l'université. Montrer l'importance de l'archéologie, l'importance des différents éléments, parce que nous ne connaissons pas souvent nos origines, puis valoriser encore cette matière en construisant des musées, montrer que nous sommes importants, ce n'est pas seulement à l'Occident. Un musée consacré à l'archéologie a ouvert ses portes l'an dernier dans le pays, un pas important vers une meilleure conservation de ce patrimoine. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.